Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de se retrouver ce soir pour ce 20e épisode de webinaire de la SFN, de la NLF et de la NAINF. Et ce soir, nous allons vous parler de douleurs neuropathiques, des recommandations à la pratique. Et ça va être, vous allez voir, une joute verbale entre deux orateurs qu'on est vraiment ravis d'accueillir. Le docteur Claude Mekies, qui est neurologue à Toulouse, mais qui a été très actif, notamment. Il était président de la NLF, donc vraiment, je tiens à le mentionner parce que la NLF est vraiment très impliquée dans le relais de ces webinaires et je les remercie beaucoup. Et puis, il a aussi été président de la Fédération française de neurologie. Et nous accueillons également le professeur Xavier Moisset, qui est PUPH à Clermont-Ferrand, qui est responsable, attendez, je prends mes notes, membre, pardon, de l'équipe Neurodol à Clermont-Ferrand et vice-président de la Société française d'évaluation et de traitement de la douleur. Eh ben, Xavier et Claude, je vous laisse la parole. Juste, je peux vous noter que les questions et réponses, vous pouvez les noter dans l'onglet questions-réponses. On pourra éventuellement en répondre à certaines en direct dans l'onglet, mais sinon on essaiera aussi d'en répondre à l'oral. Et donc voilà, on va rendre ce webinaire vivant. Bah, à vous alors, Xavier et Claude, je vous laisse prendre prendre la parole. Merci beaucoup, merci Céline. Merci également à la SFN, la NLLF et la NINF d'organiser ces webinaires. Je voudrais également remercier vivement Xavier Moisset qui m'a associé à cette présentation. Alors, on va essayer de faire une présentation à deux. Moi, je vais jouer le rôle du neurologue plutôt généraliste et puis Xavier va jouer le rôle de l'expert, puisque vous savez qu'il est reconnu sur le plan national, mais également international dans cette thématique. Donc, diapositive suivante, voici nos liens d'intérêt respectifs, hein. Voici pour Xavier Moisset. Xavier Moisset a participé également aux recommandations dont on va parler, mais il n'a pas de conflit d'intérêt. Et puis voici mes liens d'intérêt. Je n'ai pas de conflit d'intérêt concernant cette présentation. Alors, juste quelques mots, diapositive suivante, concernant certaines données épidémiologiques. Nous avons la chance d'avoir des données d'une enquête qui a été réalisée au premier trimestre 2025 par l'OFDA, qui est l'Observatoire français de douleurs et des antalgiques. Et c'est un observatoire qui a associé, d'une part, Neurodol, dont Xavier est un acteur incontournable, et la Fondation Analgesia, fondation de recherche pour la douleur. Et donc, c'est une enquête qui s'est adressée à peu près à 12 000 patients, représentatifs de la population française, et qui a permis de montrer que euh, 42% de la population en extension avait des douleurs chroniques, avec, vous voyez, un sexe ratio proche de 1, même s'il y a une petite prédominance féminine. Et lorsqu'on fait un focus sur les douleurs neuropathiques, vous voyez que la prévalence estimée en population française est de l'ordre de 12%, sachant que la définition de la douleur neuropathique était une douleur associée à une lésion et une maladie affectant le système somatosensoriel. Alors, ces données font écho aux anciennes données de prévalence qu'on avait de 2007, hein, c'est StopNep, qui avait montré une prévalence d'environ 7% de douleurs neuropathiques. Et donc, vous voyez que on est entre 7 et 12%. Alors, concernant la douleur chronique, hein, en général, vous voyez que l'intensité moyenne est relativement importante, que le handicap fonctionnel modéré à sévère est de l'ordre de 36%. Et puis pour la moitié, ils ont une altération de la qualité de vie, à la fois sur le plan physique, mais sur le plan mental, avec des répercussions qui sont importantes de l'ordre de 50 à 80%. Autre élément important de cette enquête, diapositive suivante, c'est de voir un petit peu la prescription. En 2025, il y a quand même, et il faut le noter, 27% de prescription d'opioïdes, hein, malgré certaines recommandations. Et puis vous voyez que l'automédication reste relativement importante, puisque 87% ont recours à de l'automédication et 16% ont un recours à une opioïde en automédication après une prescription. Et autre élément important,
c'est que malgré un traitement bien conduit, malgré un bon diagnostic, vous voyez que simplement un tiers des patients ont vu une amélioration des symptômes sur les 6 derniers mois. Et donc, on le verra un petit peu avec Xavier tout à l'heure, finalement, on est un petit peu déçu de nos molécules, même si on arrive à améliorer un certain nombre de patients. L'objectif amélioration à 100% n'est pas toujours de règle. Donc voilà un petit peu les données de cette nouvelle enquête qui a permis d'avoir des données de prévalence relativement importantes, à la fois sur la douleur chronique, mais également sur les douleurs neuropathiques. Alors, rentrant dans le vif du sujet, la douleur neuropathique, hein, je rappelle que la définition, c'est une lésion ou une maladie qui affecte le système somatosensoriel. Et puis, il y a une histoire clinique derrière, avec une atteinte du système nerveux, que ce soit une maladie, un traumatisme. Et puis, lorsqu'on interroge les patients se plaignent d'une douleur. Alors, cette douleur, elle peut être spontanée, elle peut être continue ou paroxystique, mais on peut avoir également des douleurs provoquées par des stimulations diverses. On parle d'allodynie lorsqu'il s'agit d'une stimulation non douloureuse qui est anormalement perçue par le patient, et puis d'hyperpathie ou d'hyperalgésie lorsqu'on a une stimulation douloureuse, mais qui est exacerbée dans certaines conditions. Alors le patient lui-même va évoquer des choses, brûlures, décharges électriques, fourmillements, picotements, et puis la plupart du temps, il y a des sensations anormalement désagréables que décrivent les patients. Diapositive suivante. Alors, finalement, les étiologies sont assez classiques. On définit des étiologies périphériques et puis des étiologies centrales. Parmi les étiologies périphériques les plus connues sont les radiculopathies, hein, névralgie sciatique, névralgie cervico-brachiale. On peut parfois avoir des syndromes canalaires avec des mononeuropathies, des atteintes post-chirurgicales, des atteintes plexiques, notamment par compression, des atteintes post-infectieuses, et puis des atteintes un petit peu plus larges liées à certaines maladies comme le diabète, des atteintes toxiques ou iatrogènes. Et puis, dans les atteintes centrales, bien évidemment, classiquement, l'infarctus thalamique ou la lésion thalamique qui peut donner des douleurs, classiquement unilatérales. Et puis, bien évidemment, toutes les pathologies médulaires, qu'elles soient traumatiques, qu'elles soient compressives, peuvent donner lieu à des douleurs neuropathiques. Et puis, bien évidemment, un des grands pourvoyeurs de douleurs neuropathiques, notamment centrales, c'est la sclérose en plaques. Alors finalement, lorsqu'on a tous ces éléments, comment est-ce qu'on peut définir, est-ce qu'on a des critères diagnostiques de douleurs neuropathiques? Xavier? Merci Claude d'avoir planté le décor. Et tu rappelais que c'est 7 à 12% de la population générale qui a une douleur neuropathique. Dans la consultation d'un neurologue, c'est de très nombreux patients, donc on en voit régulièrement des patients avec douleur neuropathique. Dans la majorité des cas, c'est facile d'avoir le diagnostic. On sait que le patient a une sclérose en plaques, on sait qu'il a fait un AVC avec une lésion des zones sensorielles. Il n'y a pas trop de questions à se poser. Mais de temps en temps, c'est utile d'avoir un questionnaire de dépistage qui va permettre de confirmer cette douleur neuropathique. Et le DN4 est celui qui est le plus utilisé en France, qui a été créé par Didier Boissira et Nadine Attal il y a une vingtaine d'années maintenant. Ça repose sur 4 questions et 10 items au total. Est-ce que le patient a une sensation dans la zone douloureuse de brûlure, de froid douloureux, de décharge électrique? Les sensations associées dont parlait Claude, fourmillement, picotement, engourdissement, démangeaison. Et à l'examen clinique, est-ce qu'on a une hypoesthésie au tact, une hypoesthésie à la piqûre ou une allodynie avec une douleur provoquée par le frottement? Et il suffit, d'avoir un score supérieur ou égal à 4 sur 10 pour avoir une très forte probabilité que ce soit bien une douleur neuropathique. Donc, pourquoi pas l'utiliser chez certains patients, mais quand on a la lésion du système somatosensoriel, la distribution neuroanatomique qui correspond, il n'y a même pas besoin de faire ce DN4. L'évaluation clinique est suffisante et le DN4 est utilisé plutôt par les non spécialistes ou dans des cas qui sont un peu moins typiques. Alors, juste pour rebondir, Xavier, lors de la mise sur le marché de la gabapentin dans l'indication douleur, on peut arrêter le diaporama, on a beaucoup parlé de ce DN4 et le DN4 a été largement
euh, mis à disposition des neurologues. Et puis après, avec la prégabaline, bien évidemment, c'est quelque chose qu'on a utilisé. Donc finalement, ce sont l'apparition dans des indications de traitement de douleurs neuropathiques que finalement ce DN4 a vu le jour. Et je dois dire que c'est un questionnaire qui est relativement utilisé. Alors je voudrais faire un focus maintenant finalement, lorsqu'on a une douleur neuropathique, comment est-ce qu'on peut l'évaluer? Alors, j'ai retenu, moi, des échelles d'évaluation de l'intensité de la douleur neuropathique. Hein. Diapositive suivante, on peut citer l'EVA ou l'échelle numérique, l'échelle visuelle analogique ou l'échelle numérique. Il y a également une échelle verbale simple, le niveau de douleur. Est-ce qu'il n'y a pas de douleur jusqu'à une douleur extrêmement intense 4. On peut évaluer également l'évolution de la douleur neuropathique avec des échelles catégorielles de soulagement qui vont de pas de soulagement à un soulagement complet, voire une aggravation du soulagement, mais on peut également mesurer le pourcentage du soulagement. On peut évaluer, diapositive suivante, un certain nombre d'éléments concernant le retentissement de la douleur neuropathique, avec des données de qualité de vie, notamment sur le plan d'un retentissement concernant le sommeil, la fatigue, mais également des échelles qui sont plus centrées sur des données telles que l'humeur ou l'anxiété, qui sont parfois des comorbidités associées. Et puis, on peut évaluer l'échelle, les symptômes également. Alors, moi, j'ai retenu cette échelle ce questionnaire qui s'appelle PEN-DETECT. Hein. PEN-DETECT, c'est quoi? C'est 7 items concernant les symptômes et la caractéristique des symptômes. Est-ce qu'il s'agit de brûlure, de picotement, d'une allodynie, de décharge électrique, d'allodynie thermique, d'un engourdissement d'une pression? Mais également, vous le voyez en bas, un certain nombre d'items concernant l'évolution et le pattern de ces douleurs avec une irradiation. Donc, Penditect, c'est en général dans les douleurs chroniques. Et puis, diapositive suivante, concernant l'évaluation, il y a des questionnaires qui sont validés dans les douleurs neuropathiques. Alors, moi, j'en citerai deux qui me semblent importants, qui sont le questionnaire abrégé de McGill 2, que vous voyez ici au milieu, avec des items concernant les types de douleurs, notamment la symptomatologie et la sémiologie de la douleur, mais il y a également des items affectifs sur la manière dont les gens perçoivent la douleur. Et puis le Neuropathic Pain Symptom Inventory, que vous voyez à droite, avec des items également qui permettent de classifier la sémiologie des douleurs, mais également des items sur la temporalité de cette douleur. Est-ce qu'il s'agit d'une douleur continue? Quelle en est la fréquence, etc. Alors, au vu de tout ça, diapositive suivante, j'ai envie de te poser la question, Xavier, de savoir finalement, en pratique, concernant ces échelles d'évaluation de la douleur, est-ce qu'il y a des choses qui te paraissent faisables pour un neurologue en pratique générale? Est-ce qu'il y a des échelles qui vont concerner beaucoup plus des échelles d'évaluation, par exemple dans des études observationnelles ou dans des études de phase 3 comme endpoint? Quel est ton avis un petit peu sur l'ensemble de ces échelles d'évaluation de la douleur neuropathique? Alors, tu as présenté assez largement toutes les échelles qui sont utilisées. Et dans les études, on fait plusieurs échelles souvent en parallèle. Il y a le NPSI qui est très utilisé. Là aussi, c'est une étude développée par Didier Boissira et Nadine Attal au départ, qui permet d'avoir un suivi assez fin de chaque symptôme et de pouvoir classifier éventuellement les patients, ceux qui ont un phénotype plutôt nocicepteur irritable, donc les hypersensibles, ceux qui ont plutôt un déficit sensitif, et ils n'ont peut-être pas tout à fait la même réponse à toutes les molécules. Mais en pratique, il n'y a pas forcément besoin de tout ça. Moi, j'utilise une échelle numérique simple, avoir un niveau de douleur de départ. Quand le patient vous dit qu'il est à 8, et vous pouvez mettre un peu un contrat de soins en place en lui disant que l'objectif, c'est d'essayer de diminuer de 30% sa douleur. Et si on arrive à avoir une douleur autour de 5 après traitement, c'est déjà pas mal. Il faut que les attentes soient compatibles avec ce qui est faisable avec nos thérapeutiques. Donc, avoir la douleur de départ, c'est important pour pouvoir le rappeler au patient.
Parce qu'au bout d'un an de suivi, s'il est à 5 et qu'il vous dit que c'est comme au départ, qu'il n'y a eu aucune amélioration, ça permet de lui remettre un peu en tête d'où on partait. Et après, sur l'évolution, moi j'utilise simplement le PGIC, le- l'impression de changement global du patient. Est-ce qu'il est très amélioré, modérément amélioré, légèrement amélioré, aucun changement, ou légèrement dégradé, modérément dégradé, fortement dégradé? Donc avec la douleur de départ et cette sensation de changement de la part du patient, je trouve que ça suffit pour évaluer les choses et pour voir s'il y a besoin de rajouter des traitements, de modifier les traitements. Très bien. J'en continue sur les recommandations actuelles. Certains d'entre vous connaissent peut-être les recommandations publiées en 2020, donc recommandations françaises pour la prise en charge de la douleur neuropathique. Je vais détailler ensuite cet arbre décisionnel, mais dans les recos françaises, on avait décidé de découper en deux grandes catégories. Soit on a une douleur neuropathique périphérique localisée, la zone est relativement restreinte, et on essaie de commencer par un traitement local, soit des amplates de lidocaïne, soit de la TENS. C'est des traitements qui n'ont pas une taille d'effet majeure, mais qui sont très bien tolérés, et les patients pour qui ça marche, ça évite de les exposer à des traitements par voie générale qui peuvent avoir certains effets indésirables. Pour une douleur qui est plus large ou une douleur d'origine centrale, on commencera par un traitement par voie générale et on peut proposer soit les antidépresseurs qui inhibent la recapture sérotonine-noradrénaline, ou plutôt la duloxétine en premier choix, soit de la gabapentine, soit des antidépresseurs tricycliques. En deuxième ligne, pour une douleur localisée, on restait sur des traitements utilisés localement. Les patchs de capsaïcine, c'est le Qutenza, et la toxine botulinique, qui a montré son effet aussi sur ces douleurs localisées. Douleur plus large, en deuxième ligne, on a mis la prégabaline, le tramadol ou les associations de traitement. Et en troisième ligne, quel que soit le type de douleur, on proposait la stimulation magnétique transcrânienne répétitive, la stimulation médulaire dans des indications plus précises, c'est les radiculalgies chroniques et la polyneuropathie diabétique. Et les opioïdes forts, on le mettait vraiment en dernier recours avec une dose la plus faible possible pour une durée la plus faible possible. Parce que les opioïdes peuvent avoir un intérêt, mais en général, au long cours, ils ont plus d'effets indésirables que de bénéfices sur la douleur neuropathique. On a mis à jour les recommandations internationales. Donc, tout le travail a été fait en 2024, même si la publication date de 2025. Et il y a quelques petites différences qu'on va discuter, mais en première ligne, on retrouve les traitements alpha-2 delta ligand. C'est une autre façon de dire gabapentine, prégabaline, mais aussi mirogabaline. Dans certains pays, ils n'ont pas accès à gabapentine, prégabaline, mais uniquement à la mirogabaline. Et on a tout regroupé en un seul groupe. Les antidépresseurs inhibiteurs de recapture de la sérotonine et de la noradrénaline, donc comme dans les recos françaises, duloxétine en premier choix, et les antidépresseurs tricycliques, en précisant qu'on les évite chez les patients les plus fragiles, notamment les patients âgés. En deuxième ligne, sur les recos internationales, on a proposé les patchs de Versatis, donc la lidocaïne, les patchs de Qutenza, la capsaïcine, et on a rajouté la capsaïcine en crème. C'est quelque chose qu'on prescrit très peu en France, qui est accessible dans d'autres pays, moins cher, donc qui peut avoir un intérêt, notamment quand on n'a pas accès au Qutenza. En troisième ligne, on a proposé la toxine botulinique de type A. Et pour tous ces traitements locaux, il est précisé qu'on peut les utiliser en première ligne chez des patients fragiles. Vous voyez qu'on n'est pas très loin de ce qui est proposé dans les recommandations françaises. Et en troisième ligne, c'est la première fois que la RTMS apparaît dans des recos internationales. Donc, tout le monde est d'accord à présent pour dire que c'est un traitement qui a une efficacité prouvée et qui peut être intéressant dans la douleur neuropathique. Et les opioïdes sont tous en troisième ligne, même le tramadol. Donc, ce qui est un peu différent des recommandations qui existaient au niveau international en 2015 et des recommandations françaises. En raison du risque lié aux opioïdes, tout a été mis en troisième ligne. Donc, si on détaille un peu là où les deux types de recommandations sont d'accord, pour la gabapentine, la duloxétine ou les tricycliques, on est d'accord dans les deux recommandations. Et j'ai noté à chaque fois les NNT.
le nombre de patients à traiter pour en améliorer un de plus qu'avec le placebo. Et vous voyez qu'il faut traiter 9 patients avec de la gabapentine pour en soulager un de plus que le placebo. On est à 7,5 pour la duloxétine et on est autour de 5 pour les antidépresseurs tricycliques. Donc, on voit qu'avec nos molécules, qui ne sont pas toutes récentes et on n'a pas beaucoup de nouveautés, on a des tailles d'effet qui restent modestes. C'est en première ligne quand même parce que l'efficacité est bien prouvée, le profil de sécurité est connu et avec une titration progressive, on arrive à gérer les choses et c'est facilement disponible partout dans le monde. La taille d'effet limitée, j'en ai parlé. Les antidépresseurs tricycliques, pas toujours bien tolérés, notamment chez les patients fragiles. Et pour la gabapentine, il y a un risque de mésusage qui est un peu moindre qu'avec la prégabaline, mais qui existe aussi. Sur les désaccords, il y a la prégabaline, donc même taille d'effet qu'avec la gabapentine, c'est du même niveau, mais il y a un risque de mésusage qui n'est pas négligeable. Et c'est très utilisé dans les rues, en France et partout dans le monde. Et les toxicos appellent ça de la bud. Les capsules rouges et blanches de Lyrica ressemblent à une canette de Budweiser et ils cherchent un peu les mêmes effets euphorisants, sensation d'ébriété qu'il peut y avoir avec l'alcool aussi, en utilisant des doses massives. Les toxicos peuvent monter à 6-7 grammes par jour, alors que chez nos patients, pour de la douleur neuropathique, on a souvent du mal à monter au-delà de 300 mg. Donc on n'est pas sur les mêmes doses, mais l'usage détourné est massif et Claude va y revenir. Pour la TENS, on l'a mis en première ligne dans les recommandations françaises. Dans les recos internationales, uniquement, étaient pris en compte uniquement les essais contrôlés, randomisés contre placebo. Et dans la TENS, il n'y a quasiment pas d'études pour ça. On a plus de cohortes et d'essais randomisés, mais sans contrôle sham. Comme la TENS produit une stimulation qui est ressentie, c'est très difficile à mettre en place. Donc, avec une méthode différente, on a considéré dans les recommandations internationales qu'on ne pouvait pas le mettre, alors qu'on l'a mis en premier choix dans les recommandations françaises. La taille d'effet n'est pas formidable, mais la tolérance est excellente et chez certains patients, on arrive vraiment à améliorer nettement les choses avec un traitement simple. Pour la lidocaïne, vous avez vu qu'il n'y a pas une vraie discordance entre les deux recommandations. On le met en première ligne dans les recommandations françaises, deuxième ligne dans les recommandations internationales, mais en précisant qu'on peut l'utiliser en premier choix chez le patient fragile. Vous voyez là le nombre de patients à traiter. On est au-delà de 14. Donc c'est un traitement qui, si on l'utilise pour n'importe quel type de douleur neuropathique, a une taille d'effet très faible. Mais il a été montré dans des études par sous-groupe que les patients qui ont un profil nocicepteur irritable, c'est les gens qui ont une allodynie, qui ont vraiment le côté hypersensible, là, ça a un effet qui est bien plus marqué et on a des tailles d'effet qui sont bien meilleures. Donc, la lidocaïne, les emplates de Versatis, c'est vraiment à utiliser plutôt chez quelqu'un qui a une allodynie. Si en frottant la zone, vous déclenchez la douleur, mais ça vaut le coup de mettre un patch. Il y a un effet protecteur mécanique, simplement avec le patch, et il y a l'effet en plus anesthésiant local qui peut être très intéressant. Donc, ce n'est pas un traitement à prescrire chez tout le monde en premier choix, mais si vous avez une douleur localisée et une allodynie, ça vaut plus le coup que chez d'autres patients. Merci Xavier. Alors moi je voudrais faire deux remarques et un focus à la fois sur la prégabaline et sur le TENS qui sont un petit peu dans ces traitements que l'on propose en première ligne. Alors premièrement, concernant la prégabaline, il y a des nouveautés puisque vous savez que depuis 2021, la prescription et la dispensation de prégabaline est soumise à des conditions particulières. Ces médicaments doivent être prescrits sur une ordonnance sécurisée. La durée de prescription doit être limitée à 6 mois. Et puis, la poursuite de la prescription, du traitement, pardon, nécessitera une nouvelle prescription. Et donc, on a eu cet encadrement, on va dire, réglementaire qui a été mis en place, d'une part, parce qu'il y avait un risque de pharmacodépendance, d'abus, et puis il y avait cette histoire d'usage détourné sur lequel on reviendra.
Et élément important, c'est que en 2025, les auteurs de Lyon ont montré que finalement, ces mesures restrictives ont eu un impact sur la prescription et la dispensation de prégabalines en France. Vous voyez à droite la courbe et la prescription de prégabalines avant et après ces restrictions de dispensation, et vous voyez la nette diminution de prescription de prégabalines. Et vous voyez que des mesures restrictives peuvent amener à un effet qui est un effet relativement important. Et donc, les conclusions de cette étude suivante ont montré que finalement, cette réglementation a eu un effet sur la réduction des dispenses de prégabalines. Et puis la deuxième chose, c'est que elle s'est déplacée un petit peu vers une augmentation de dispense de la gabapentine. Alors on peut toujours discuter, mais également dans cette étude, il a été montré que la co-prescription d'opioïdes et de benzodiazépines avait été diminuée uniquement par ces mesures qui étaient des mesures restrictives. La deuxième chose, et tu l'as dit, tu en as parlé, c'est que il y a un trafic de gabapentine. Alors ça, c'est une éducation probablement à faire parce qu'il y a des ordonnances qui sont faites par nous, médecins, mais également des ordonnances qui sont détournées. Donc on appelle ça la drogue du pauvre parce que c'est une molécule qui est revendue à bas prix, qui intéresse les populations précaires. Et l'effet recherché, comme l'a dit Xavier, est un effet plutôt euphorisant. Et donc il y a eu plusieurs articles qui ont montré que finalement, malgré ces mesures coercitives, le trafic de prégabalines persistait. Et donc, il fallait être un petit peu vigilant sur l'éducation et l'image que l'on devait donner à ce médicament. Le deuxième focus que je voulais faire, c'était sur le TENS. Alors là aussi, il y a une nouveauté. C'est qu'en octobre 2025, on a eu un arrêté qui a repris les modalités de prise en charge de ces dispositifs médicaux, notamment concernant la neurostimulation électrique transcutanée, avec des éléments qui vont être amenés à prendre effet au mois d'avril 2026. Alors, quels sont ces éléments? Premièrement, il va y avoir des indications qui vont être plus strictes, avec des indications et une prise en charge qui sera assurée dans les conditions suivantes. Donc, il faut que ce soit des patients qui aient une douleur chronique, qui répondent aux conditions suivantes, insuffisance et ou inadéquation des traitements médicamenteux, donc non-réponse au traitement médicamenteux, mais en présence d'un rapport et d'un bénéfice attendu par rapport à ces médicaments ou un terrain polypathologique ou une intolérance à des médicaments médicamenteux antérieurs. Des patients qui répondent à la neurostimulation, donc vous verrez tout à l'heure qu'il faut essayer ce traitement pour voir s'il marche avant de pouvoir le prescrire. Et puis des patients qui sont motivés et qui ont une bonne capacité d'observance et d'adhésion à ce traitement. La deuxième chose, c'est que les médecins prescripteurs de TENS ont été restreints. Donc l'allocation, l'achat, le renouvellement doit se faire par un médecin exerçant dans une structure spécialisée dans la douleur chronique, un médecin ayant validé un diplôme universitaire de prise en charge de la douleur ou une capacité d'évaluation du traitement de la douleur, ou un médecin qualifié ayant validé un DES comprenant une formation à l'électrothérapie. Et on dit que la prescription initiale de TENS n'est possible qu'après un avis pluridisciplinaire et après un essai préalable et un apprentissage à l'utilisation de l'appareil par le patient. Et puis, troisième élément, la durée de la prise en charge, elle est maintenue 6 mois pour la location, puis un achat en cas d'efficacité avérée de la technique pour une durée de 5 ans. Et là aussi, un suivi du patient doit être réalisé par le prescripteur initial à 1 mois, 2 mois, 3 mois et 6 mois après la prescription initiale. Donc, c'est la période de location. Puis, tous les 6 mois après l'achat de l'appareil, c'est-à-dire pour une durée totale de 5 ans. Donc, voilà un petit peu les deux nouveautés concernant ces traitements que tu as mis en première ligne, à la fois la prégabaline et puis le TENS. Donc, je voudrais un petit peu te faire réagir parce que ma lecture dans les restrictions par rapport à la prescription, notamment du TENS,
a été un petit peu différente de la tienne. Donc, je voudrais que tu me donnes un petit peu ton avis. Alors, je vais rebondir d'abord sur la prégabaline. Je vais être assez rapide, mais on n'en a peut-être pas tous assez conscience, mais c'est le médicament le plus trafiqué en France. Les migrants utilisent beaucoup la prégabaline comme drogue. En prison, c'est le médicament le plus trafiqué, largement devant les opioïdes. Et donc, quand on a un homme jeune qu'on ne connaît pas, qui vient en consulte avec une demande de prégabaline, ça peut être un peu suspect et il faut y faire attention. Et pour les patients qu'on voit et à qui on aimerait prescrire un gabapentinoïde, il faudrait qu'on fasse la même chose que le font les algologues pour les opioïdes. Il y a des petits questionnaires de dépistage de risque de mésusage. Et les questionnaires qui existent pour les opioïdes peuvent tout à fait être appliqués aussi pour la prégabaline. Et en gros, si on est un homme jeune fumeur ou avec des antécédents familiaux d'alcoolisme chronique, de toxicomanie, eh ben, on augmente beaucoup le risque. Mais chez tous les hommes jeunes, il faut déjà se méfier un peu. Chez un patient de plus de 50 ans, la plupart des patients qu'on voit pour une douleur neuropathique, on va pouvoir l'utiliser sans risque et il n'y aura pas de détournement. Mais sur des profils un peu particuliers, il faut rester prudent. Et pour la TENS, le texte actuel était extrêmement restrictif pour la prescription. Il fallait que ce soit prescrit donc, dans l'indication douleur par une structure spécialisée douleur chronique et les neurologues n'avaient pas le droit officiellement de prescrire de la TENS. La troisième phrase qui a été rajoutée là sur la gauche, un médecin qualifié ayant validé un DES comprenant une formation à l'électrothérapie, ça inclut les neurologues. Et même si on n'est pas tous formés correctement à la TENS, le fait d'avoir un DES de neurologie nous donne le droit de prescrire. Donc pour nous, il y a plutôt un élargissement de la possibilité et il va falloir qu'on en prenne l'habitude si on veut pouvoir proposer ça à nos patients. Le suivi qui est proposé actuellement dans le texte paraît pas raisonnable. On n'arrivera pas à revoir nos patients à 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois. Et dans les structures douleurs chroniques, ils n'y arrivent pas non plus. Donc, souvent en structure douleur chronique, il y a une infirmière qui va rappeler les patients et donc il y aura ce suivi euh, qui peut être assez régulier. Un neuro en libéral va pas pouvoir, rarement pouvoir faire ça, mais par contre, on peut passer par des structures, des revendeurs de matériel médical qui font la formation, l'éducation thérapeutique à la TENS et le suivi. Et donc, on peut tout à fait faire une location de 3 mois renouvelable une fois, qui permet de couvrir les 6 mois, et revoir le patient à 6 mois. Si la technique a eu un intérêt pour le patient, si le patient continue à utiliser à 6 mois, on peut faire l'ordonnance pour l'achat. Donc, pour ceux qui sont intéressés, ça vaut vraiment le coup de se rapprocher des revendeurs de matériel médical pour voir ce qui est possible autour de chez vous. Et il y a des revendeurs qui ont des prix très différents. Le reste à charge peut être assez différent pour le patient, alors que si les revendeurs sont raisonnables, le reste à charge pour le patient va être minime. Donc, il faut faire un petit peu l'enquête C'est un locale. élément important, Xavier, parce que je pense que ça va être mis en application au mois d'avril 2026, hein, d'après les textes. Oui, Et je pense on a intérêt pour la communauté médicale à partir du moment où les neurologues sont intégrés, puisque pour moi, formation à l'électrothérapie, j'étais rentré un petit peu dans le texte, je voyais de manière un petit peu spontanée, comme ça, un petit peu naïve, que c'était surtout des rhumatologues ou des MPR, etc. Mais à partir du moment où le neurologue a la possibilité de pouvoir prescrire et suivre la prescription du TENS, je crois qu'il y aura un travail à faire d'information, alors peut-être de la part de la société savante, auprès des neurologues par rapport à cette nouveauté. oui, c'est vraiment un changement. C'est pas dans les pratiques de tous les neurologues d'aller vers la TENS parce qu'on n'avait pas le droit. Et pour être dans les clous, il fallait passer par une structure douleur pour que le patient ait cette prescription. Là, on peut changer un peu le paradigme. Et après, si vous avez envie d'avoir un appareil de démonstration, les revendeurs sont aussi capables de vous en laisser un. Mais dans ce cas-là, ça revient à vous de faire la formation du patient pendant la consulte, ce qui n'est pas toujours simple en termes de temps. Je ne sais pas si tu avais autre chose à rajouter. Non, non, non. Ok.
Je continue donc sur les recommandations, sur les accords pour la deuxième ligne entre recommandations françaises et internationales. Et donc les patchs de capsaïcine, le Qutenza, sont placés au même niveau dans les deux recommandations. Vous voyez le nombre de patients à traiter, autour de 13, donc, qui montre quand même que ça ne soulage pas énormément de patients. Mais pour une douleur localisée, avec une allodynie, ça peut être très intéressant. Les patients sont contents de ne pas avoir les effets systémiques des traitements autres qu'on peut utiliser. La sécurité d'emploi est bonne. Le problème, ça peut être l'accès à ce traitement. Il y a quelques services de neurologie ou de rhumato qui proposent les patchs de capsaïcine, mais c'est utilisé majoritairement en hôpital de jour dans des structures douleurs. Et donc l'accès à ces structures n'est pas toujours tout simple ou pas toujours très rapide. Dans les nouveautés, je l'ai cité en présentant le schéma général, il y a les crèmes à base de capsaïcine. C'est beaucoup moins dosé que les patchs. Les patchs, c'est 8%. Dans les crèmes, on est inférieur à 1%. Mais ce qui permet que le patient l'utilise seul et fasse 2 à 3 applications par jour sur la zone douloureuse. Et donc en France, on n'a pas un produit remboursé, mais ça peut se trouver même sur Internet ou dans les patients qui viennent du Maghreb. Il y a des patients qui en ramènent depuis le Maghreb, c'est des choses qui se trouvent assez facilement. La sécurité d'emploi est bonne. Il y a des patients qui sont très contents de pouvoir gérer leur traitement tout seul. Donc, pourquoi pas chez certains patients. Mais quand on a accès facilement aux patchs de capsaïcine, je vous conseille quand même d'aller plutôt vers les patchs. Pour les désaccords entre recommandations françaises et internationales, il y a le tramadol qu'on avait placé dans les deuxièmes lignes en France, qui est troisième ligne avec tous les autres opioïdes dans les recommandations internationales. Ça, c'est notamment sous la pression des collègues d'Amérique du Nord qui font maintenant la chasse aux opioïdes après en avoir prescrit largement et parfois pour n'importe quoi. Dans les recommandations françaises, on a proposé en deuxième ligne d'associer deux traitements. Mais toujours pour une question méthodologique, dans les recommandations internationales, on n'a pas pu inclure suffisamment d'études qui montrent l'intérêt de ces associations parce qu'on n'avait pas toujours un groupe contrôle placebo. Et c'était dans nos critères pour inclure les études. Mais en pratique, c'est vraiment intéressant parfois d'utiliser deux traitements. Quand on a amélioré la douleur de 15 ou 20% avec un premier traitement, plutôt que de l'enlever et de repasser sur une autre monothérapie, mais on peut laisser ce premier traitement avec un effet partiel mais bien toléré et rajouter un deuxième traitement. Dans les recommandations françaises, on a aussi proposé en deuxième ligne la psychothérapie. Et chez un patient qui a une douleur chronique, il y a un retentissement de cette douleur qui est souvent majeur et avoir une prise en charge psycho en plus des traitements médicamenteux, ça permet souvent d'améliorer la qualité de vie du patient, de le détacher un peu de sa douleur, de ne pas être toujours focalisé sur ce symptôme. Donc ça, c'était pris en compte dans les recommandations françaises. Pour les recommandations internationales, c'était uniquement neuromodulation et pharmacologie, donc on n'avait pas la psychothérapie. Je vous présente juste le résultat d'une étude pour les associations où on montre que les associations amitriptyline plus prégabaline ou duloxétine plus prégabaline ou prégabaline plus amitriptyline, c'est-à-dire un gabapentinoïde avec un antidépresseur à chaque fois, ont à peu près toute la même efficacité. Et il peut être plus intéressant et mieux toléré d'avoir deux molécules à dose modérée plutôt une molécule à dose maximum. Donc, il n'y a pas de conseil particulier à donner sur les combinaisons, mais il faut mettre un antidépresseur parmi ceux qui sont validés avec un gabapentinoïde, prégabaline ou gabapentine. Pour la troisième ligne, la toxine botulinique de type A une taille d'effet qui est très bonne. Et donc ça, c'est placé en troisième ligne dans les recommandations françaises et internationales. C'est un traitement qui marche bien, qui a une bonne sécurité d'emploi, qui correspond tout à fait aux attentes des patients, mais c'est malheureusement coûteux et assez peu accessible. Quand on utilise la toxine à visée antalgique, on fait un point d'injection tous les 1,5 cm ou 2 cm dans toute la zone douloureuse, qu'on va quadriller pour essayer de réduire la douleur.
Les patients pour qui ça marche le mieux, ce sont des patients qui ont une zone d'allodynie. Donc faire les injections dans une zone d'allodynie, c'est pas toujours très confortable. Mais quand le patient a un vrai bénéfice et qu'il faut revenir que tous les 3 mois, les patients n'hésitent pas trop à poursuivre ce genre de traitement. Donc si vous avez accès à un centre de traitement de la douleur ou à des collègues neurologues hospitaliers qui utilisent la toxine pour l'indication de douleur neuropathique, ça peut être vraiment intéressant pour des patients avec une douleur relativement localisée. En troisième ligne, on l'a déjà évoqué, il y a la stimulation magnétique transcrânienne répétitive. Là aussi, la taille d'effet est plus intéressante que pas mal de traitements médicamenteux. Et je vous présente le matériel qu'on utilise à Clermont, qui est utilisé maintenant dans différents centres. Quand on a de la neuronavigation et un bras robotisé, ça permet au patient, même s'il bouge un peu pendant la séance, c'est souvent le cas quand on discute avec lui, on peut se déplacer de quelques millimètres, le bras du robot va suivre la tête du patient pour que toute l'énergie soit bien délivrée au bon endroit sur le cortex moteur primaire. La taille d'effet, je vous disais, elle est assez importante, la sécurité d'emploi, elle est vraiment prouvée. Malheureusement, actuellement, il n'y a pas d'acte remboursé. L'acte est en cours d'évaluation par la HAS. On a déposé le dossier de demande d'évaluation en octobre 2023. On a reçu la lettre de cadrage de la HAS au début du mois de janvier 2026 et l'évaluation sera rendue pour juillet 2026. Donc, vous voyez les délais, mais si il y a enfin une reconnaissance d'acte, les hôpitaux hésiteront un peu moins à s'équiper parce que actuellement le matériel est coûteux et on code simplement une consultation à chaque fois que le patient vient. Donc, c'est difficile pour l'hôpital d'avoir un schéma financier qui soit rentable ou en tout cas pas à perte actuellement. Donc, si un acte arrive, et on devrait le savoir donc l'été prochain, ça pourrait changer un peu la pratique. Mais actuellement, si vous avez accès à ce genre de thérapeutique, ça peut être vraiment intéressant pour vos patients. Toujours en troisième ligne, on est d'accord entre Reco française et Reco internationale pour les opioïdes forts qui peuvent être utilisés, mais vu le risque de mésusage et d'addiction et les difficultés d'utilisation au long cours, il faut essayer d'utiliser la dose la plus faible possible et pendant la durée la plus faible possible, plutôt pour passer un cap douloureux. Donc, le patient douloureux neuropathique qui a un trauma en plus, pourquoi pas couvrir pendant 2 ou 3 semaines avec un opioïde, mais ce n'est pas une bonne solution au très long cours, ou en tout cas pour très peu de patients. Pour les désaccords, il y a la stimulation médulaire qu'on a placée en troisième ligne dans les recommandations françaises. Je ne sais pas si vous avez des patients qui ont été implantés pour des douleurs neuropathiques diabétiques ou pour des radiculalgies chroniques. Ça peut vraiment leur changer la vie. Et on a dit dans les recommandations françaises qu'après 1 an de douleurs chroniques, échec des traitements de première et deuxième ligne, on pouvait adresser ces patients à un neurochirurgien pour implantation de stimulation médulaire. Dans les recommandations internationales, ça n'est pas pris en compte parce qu'il n'y a quasiment aucune étude en double aveugle. La stimulation médulaire classique, elle induit des paresthésies et donc c'est compliqué d'avoir un groupe placebo qui soit correct. Mais sur les cohortes de vraie vie, la taille d'effet est très importante. C'est une chirurgie qui est très peu invasive. Il peut y avoir quelques soucis matériels, comme avec toute implantation, mais pour un patient qui a une douleur chronique réfractaire, il peut vraiment y avoir un intérêt à proposer de la stimulation médulaire. Donc, je renotais, oui, la taille d'effet importante, bonne sécurité d'emploi, et les patients sont plutôt contents de ne pas avoir de traitement par voie générale. Le problème, et c'est pour ça que c'est pas dans les recours internationaux, pas de placebo, et ça reste un traitement coûteux et limité à certains centres experts. Il y a une vingtaine de centres en France qui implantent régulièrement pour de la stimulation médulaire. Alors, Xavier, moi je voudrais revenir sur deux éléments, enfin pour un neurologue, on va dire généraliste, que sont la RTMS et puis la stimulation médulaire. Les questions que je voudrais te poser, c'est est-ce qu'il y a des patients qui seraient susceptibles d'en bénéficier? Donc, pour quels patients? Deuxième question, comment finalement les sélectionner? Est-ce que c'est une sélection de patients qui pourraient bénéficier de ces traitements innovants?
et comment le faire, à qui il faut les adresser pour confirmer l'indication. Et puis, est-ce qu'il y a une filière organisée? Est-ce que nous avons accès à une cartographie des centres spécialisés qui pourraient mettre en place un traitement type RTMS ou discuter de la stimulation médulaire? Alors, c'est une très bonne question. Et pour la première, pour quel patient on doit le proposer? Ben, d'après les recommandations, c'est tous les patients qui ont un échec des traitements de première ligne, deuxième ligne. La RTMS, ça peut marcher pour n'importe quelle douleur neuropathique. Pour la stimulation médulaire, il faut que ce soit une douleur neuropathique des membres inférieurs. Donc, douleur neuropathique diabétique, c'est bien prouvé, mais il y a sans doute d'autres neuropathies périphériques pour lesquelles on peut le proposer. Et ce qui est appelé dans la littérature internationale failed back surgery syndrome, les radiculalgies chroniques malgré les chirurgies qui ont été faites, c'est vraiment une bonne indication. Comment sélectionner les patients? Je vous disais donc les indications douleur des membres inférieurs pour la stimulation médulaire, toute douleur pour la RTMS, et à qui adresser pour confirmer? Mais là, il va falloir chercher dans votre région quel est le neurologue le plus proche ou le centre de traitement de la douleur le plus proche qui fait de la RTMS et le neurochirurgien le plus proche qui implante des stimulations médulaires. Mais actuellement, on n'a pas une cartographie des centres spécialisés. C'est des choses qu'on discute au sein de la Société française de traitement de la douleur, essayer de répertorier un peu mieux, mais pas uniquement pour ces techniques-là, mais pour toutes les techniques interventionnelles. Parfois, faire de la radiofréquence pulsée sur un nerf pour une douleur localisée, ça peut être intéressant aussi. Ça, c'est hors recommandation, mais ça peut avoir un intérêt chez certains patients. Et il y a un travail en cours pour essayer de mieux répertorier toutes ces structures qui permettraient de faire de l'interventionnel pour des douleurs un peu particulières. Je crois que c'est très important hein, d'avoir d'abord la connaissance du fait que ces traitements innovants peuvent améliorer nos patients et savoir travailler avec des centres qui travaillent sur la douleur. Pour terminer, je voulais juste remettre l'algorithme général proposé dans les douleurs neuropathiques sur les recommandations françaises et sur les recommandations internationales. Donc, même s'il peut y avoir quelques discordances en apparence, j'espère vous avoir montré qu'il y a quand même plutôt un bon accord et c'est sur des petits détails méthodologiques que certains traitements ont été retenus d'un côté ou de l'autre, mais globalement, on est d'accord et on peut utiliser en premier choix chez nos patients les gabapentinoïdes, les antidépresseurs et pour des douleurs plus localisées, le Versatis, la TENS. On a quand même quelques choix que les neurologues sont un peu plus aptes et un peu plus à même de prescrire que le généraliste qui sera pas toujours à l'aise avec tous ces traitements. Alors, finalement, la question que j'ai envie de te poser également, au vu de ces recommandations, on a des recommandations. Les recommandations, elles sont faites pour qu'elles soient applicables. On a des premières, deuxième, troisième lignes en fonction des données de la littérature, mais il y a plusieurs éléments qui me viennent à l'esprit. Premièrement, est-ce qu'on peut choisir un traitement en fonction d'un profil sensoriel? Tu en as parlé tout à l'heure avec la lidocaïne et les nocicepteurs irritatifs. Irritable. Pardon? Irritable, pardon. Nocicepteur Euh, irritable. gain- voilà, gain de fonction, perte de fonction. Deuxièmement, est-ce qu'on peut faire un choix en fonction de l'étiologie? Troisièmement, est-ce qu'on peut faire un choix en fonction des comorbidités? Donc, c'est vrai qu'on a ces recommandations pratiques avec première, deuxième et troisième ligne, mais en pratique, finalement, lorsqu'on a un patient douloureux qui a une comorbidité plutôt avec une altération thymique, on va aller beaucoup plus sur un antidépresseur. Est-ce que quand on a des douleurs qui sont plutôt des douleurs paroxystiques ou des douleurs continues, est-ce que le choix du traitement ne va pas être différent selon la typologie et de la douleur neuropathique? Alors pour ces premières questions, sur le profil sensoriel, on manque de données. Et c'est pour ça que ce n'est pas directement dans l'algorithme proposé. Mais je vous le disais pour le patch de Versatis, euh, s'il y a un patient qui a déjà une zone complètement anesthésiée, ça ne sert à rien d'aller lui coller un anesthésique local dessus, ça ne marchera pas.
et c'est ce qui a été montré dans la petite étude que je vous présentais en plus, ça a un intérêt quand il y a une allodynie. C'est c'est hypersensible au toucher, on patch par-dessus la zone et ça peut avoir un bon intérêt. Pour toutes les autres molécules, on n'a pas de preuve qu'il y ait plus d'intérêt chez un patient qui a un profil plutôt gain de fonction ou perte de fonction. Pour les étiologies, on a là pas mal de données pour dire qu'il n'y a pas une étiologie qui répond mieux à un traitement. Et pour une étiologie donnée, il peut y avoir plusieurs mécanismes qui sont mis en jeu et il peut y avoir plus de proximité entre un patient qui a une douleur neuropathique post-zostérienne et un patient qui a une douleur neuropathique liée au diabète que entre deux patients qui ont un diabète comme étiologie. Les mécanismes sont très différents et il y a des études en cours pour essayer d'avoir un profil, un phénotypage du patient au départ qui permettrait de choisir. Pour l'instant, ce n'est pas concluant et donc on fait essai-échec avant de changer de traitement. Donc la troisième question, est-ce qu'on choisit en fonction des comorbidités? C'est en fait ce qu'on utilise le plus. Et chez nos patients qui ont une douleur chronique, il y en a quand même beaucoup qui ont un trouble anxieux ou qui sont franchement déprimés. Et avoir une molécule qui va jouer à la fois sur le moral et sur la douleur, c'est ce que j'utilise le plus en premier choix. Et la duloxétine me semble être la molécule qui a le meilleur profil pour ça. Parce que pour la duloxétine, dès qu'on arrive à 60 mg par jour, on a l'effet antalgique et on a l'effet antidépresseur. Et si le patient tolère bien, il ne faut pas hésiter à monter à 90 ou à 120 mg par jour. Pour les tricycliques, c'est plus compliqué. Parce qu'on peut avoir un effet antalgique avec 10, 15 ou 25 mg de laroxyle. Quand on monte les doses, c'est pas toujours très bien toléré. Et si on veut avoir réellement un effet antidépresseur, c'est au moins 75 mg par jour. Et les psychiatres montent jusqu'à 300 mg jour. Donc, sur nos doses utilisées en douleur, souvent on a l'effet antalgique uniquement et pas l'effet antidépresseur. Si La- on a la- juste un trouble du sommeil, pourquoi pas utiliser le Laroxyl? Il peut avoir quand même l'effet anxiolytique et améliorer le sommeil avec 25 mg le soir, mais on n'aura pas le côté antidépresseur. le deuxième élément, juste la suivante, c'est finalement, on a parlé de ces, voilà, on a parlé de ces recommandations, mais moi, à travers ces médicaments, je vois quand même l'autre côté, c'est-à-dire le côté automédication, mes usages. Est-ce que ces recommandations sont accompagnées d'un certain nombre d'éléments concernant l'éducation? Et il n'y a pas du tout ce côté-là dans les recommandations, et c'est pourtant hyper important que le patient comprenne son traitement, sache se l'approprier, et dans certains cas puisse l'adapter un peu. Quand les patients ont du Laroxyl en gouttes, moi, je n'hésite pas à dire aux patients qu'ils ont le droit de prendre entre 10 et 25 gouttes en fonction du niveau de leur douleur sur la journée, s'ils pensent qu'ils vont bien dormir ou pas dormir, et qu'ils se réapproprient un peu les choses. Mais il faut cadrer la limite dans laquelle ils ont le droit de faire cette automédication. Pour les autres traitements, duloxétine, gabapentine, prégabaline, là, je leur laisse moins de marge et ils n'adaptent pas au jour le jour. Et je cadre assez bien l'augmentation très progressive des doses. C'est pas grave si on met 6, 8 semaines pour arriver à la dose qu'on veut vraiment atteindre. Si ça permet d'avoir une meilleure tolérance, ça permettra d'avoir une dose au final un peu plus élevée avec un peu plus de chances de les soulager. Quand on augmente vite, il y a beaucoup de patients qui arrêtent à cause des effets indésirables. Donc il vaut mieux prendre le temps et arriver à une dose intéressante un peu plus lentement. Xavier, on va avancer parce qu'on aimerait répondre aux questions du chat. Moi, je voudrais faire un petit focus sur le cannabis parce que le cannabis thérapeutique, on en parle beaucoup. Dans la tête des gens, c'est un petit peu la douleur en général. Donc, je vous rappelle que le cannabis est issu d'une plante, et notamment Cannabis sativa, et que dans cette plante, il y a des principes actifs que l'on connaît, hein, le THC, le CBD, mais il y a également d'autres composés. Et très récemment, la HAS a été sollicitée par le ministère de la Santé pour refaire un petit peu le point sur les médicaments à base de cannabis. Alors, vous le savez, il y a le fameux Sativex dont l'AMM était celle
d'un produit utilisé dans la douleur liée à la spasticité, dans la sclérose en plaques, après inefficacité des traitements classiques type Lioresal par exemple. Donc il y a une AMM, mais l'ASMR est faible et donc ce n'est pas commercialisé en France. L'Epidiolex à base de CBD, par contre, a une AMM et est commercialisé en France dans le domaine de l'épilepsie, avec une indication au départ qui était celle du Lennox-Gastaut et du syndrome de Dravet, et puis une extension de l'indication à la sclérose tubéreuse de Bourneville. Et puis concernant la douleur neuropathique, il y a le THC de synthèse, le Marinol, qui lui n'a pas d'AMM, mais par contre a une autorisation à un accès compassionnel auprès de la NSM. Donc, je voudrais t'interroger un petit peu sur l'intérêt du cannabis et les données, notamment sur le marinol. Alors, vous le savez tous, il y avait l'expérimentation qui nous permettait de proposer du CBD, du THC ou la combinaison à nos patients pour l'indication de douleur neuropathique réfractaire. Cette expérimentation, elle ne permet pas du tout de répondre à l'efficacité. On sait si le système de dispensation marche, et ça fonctionne à peu près, mais pour l'efficacité, on a un certain nombre d'études, publiées ou non publiées, et c'est ce qu'on a remontré dans la méta-analyse. La taille des faits est très faible. Alors là, j'ai mis deux paramètres statistiques, le NNT, dont on a déjà parlé pour d'autres, autour de 15, et le SMD, c'est une autre façon de le mesurer, on est quasiment à zéro. Donc avec les produits disponibles actuellement, ça n'a pas d'intérêt pour la prise en charge de la douleur neuropathique. Et même l'utilisation du marinol, c'est très questionnable par rapport aux données qui sont disponibles actuellement. Avant d'enterrer complètement les cannabinoïdes pour la douleur neuropathique, j'attends quand même des résultats d'autres études. Il y a cette étude qui a été publiée fin 2025 dans Nature Medicine, une grosse étude, 400 patients par bras, avec près de 180 patients dans chaque bras qui avaient une douleur neuropathique, et avec un extrait complet de cannabis, donc pas que THC ou CBD, mais vraiment l'extrait complet avec des centaines de molécules, il y a un effet qui est net et aussi bien pour l'ensemble des douleurs chroniques, c'était des lombalgies, que pour ceux qui avaient une lombosciatique, donc avec la part neuropathique. Donc l'histoire est peut-être pas complètement terminée, on aura peut-être d'autres produits cannabinoïdes qui arriveront dans les prochaines années et il pourrait y avoir un intérêt pour nos patients. Donc, on a discuté peut-être un peu plus longtemps que prévu. On va regarder s'il y a quelques questions auxquelles on peut répondre. Oui, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Merci déjà à vous deux parce que c'était vraiment très intéressant, en plus très pratique. Alors, il y a effectivement pas mal de questions. On va essayer de voir comment les... J'ai eu plusieurs questions, tiens, sur le traitement local, les préparations magistrales d'amitriptyline. Alors, c'est largement fait par certains centres. C'est pas toujours remboursé. Même en écrivant les choses comme il faut sur l'ordonnance, il y a des gens pour qui ça ne passe pas. Ça va être assez coûteux pour le patient. Le niveau de preuve pour l'instant est très faible. Donc, moi, je n'utilise pas. Ah, bon, bah voilà, au moins ça, c'est votre avis. Et la carbamazépine, hein, est-ce que, Alors, voilà, on nous dit que mais c'est un traitement efficace, mais il y en a... la carbamazépine, c'est très intéressant pour la névralgie du trijumeau et c'est le traitement de premier choix. Là, dans toutes ces recommandations, la névralgie du trijumeau était à part. Et donc, j'en ai pas parlé, mais c'est important de le dire. Carbamazépine, oxcarbazépine et éventuellement lacosamide, tous ces bloqueurs sodiques pour des douleurs paroxystiques, ça peut avoir un intérêt. Et sur des patients qui ont une avulsion de plexus brachial, pour des patients qui ont un signe de l'hermite, avoir un bloqueur sodique, donc type carbamazépine, ça peut avoir un intérêt. Donc on est hors reco, mais avec un vrai intérêt pour certains patients. D'accord, donc pas pour les douleurs neuropathiques dont Douleurs on neuropathiques parlait chroniques, non. aujourd'hui. Alors, si on est dans la pratique là, dites-nous comment vous faites pour titrer la gabapentine ou la prégabaline. Dans la pratique quotidienne, on nous dit que c'est pas quand même pas très bien toléré. Et c'est vrai que, bon, il y en a quand même qui l'arrêtent assez vite. Comment vous faites, vous? Alors, moi, je commence sur 300 mg par jour et j'augmente de 300 mg par semaine jusqu'à arriver à 1200. Alors là, tu es sur la gabapentine, hein, c'est ça? Gabapentine, oui, pardon. 300 le matin, 300 midi, 600 le soir.
1200, c'est vraiment un minimum. D'emblée. Oui, toujours arriver au moins à 1200. Et si le patient le tolère bien, si on n'a pas une efficacité suffisante, j'hésite pas à aller à au moins à 2400. D'accord. Et la prégabaline? Pour la prégabaline, là, je fais plutôt du 50 matin et soir et j'augmente de 50 mg par semaine pour essayer d'atteindre 300. Donc, on fait des augmentations qui vont être assez lentes. Chez un patient âgé polymédiqué, parfois, je vais y aller encore plus lentement en commençant juste avec 25 le soir, puis 25 matin et soir. Mais atteindre 300, c'est quand même quelque chose qui est plus intéressant. Hmm. Moi, j'ai à peu près la même réflexion sur la titration, enfin la même pratique, je dirais aussi. Par contre, il faut tenir compte des médicaments associés, parce que la plupart du temps, les gens s'automédiquent également. Ils peuvent avoir des prescriptions d'opioïdes à côté. Bon, moi, je leur dis bien attention à ce que vous prenez à côté. On va partir sur un traitement. Il y a comment dire, un objectif commun qui est celui de réduire l'intensité de la douleur. Et je dois dire que j'ai une titration un petit peu plus lente avec le Lyrica qu'avec la gabapentine. Hmm, hmm. Très bien. Effectivement, pour les personnes pas formées comme moi, je fais des fois probablement des trucs un peu trop, pas dans les recos, mais maintenant je ferais bien à partir de demain matin. Et on suit le Vidal, on augmente de 300 mg tous les jours et le patient chute. Hmm. Bon, bah, très bien. Tiens, parlons un peu à nouveau du TENS. Alors, bon, il n'est donc prescrit qu'après une évaluation pluridisciplinaire ou ça a été enlevé? Alors, c'est écrit comme ça, mais la DGS nous dit qu'un neurologue a le droit de le prescrire tout seul dans son cabinet. Bon, donc comme ça va rassurer nos orateurs. Alors, concrètement, on en a un petit peu parlé. Juste une petite réflexion. Ça, ce sont les arrêtés, c'est-à-dire le décret. Est-ce que, alors parfois les décrets ne sont pas toujours applicables ou difficilement applicables, est-ce qu'il n'y a pas d'intérêt de la société savante à refaire un petit peu le point sur la prescription TENS, comme je le disais tout à l'heure, par rapport à la possibilité que les neurologues puissent l'utiliser, par rapport à ce que tu dis qu'un neurologue, puisque la DGS l'autorise à le faire, que ce soit écrit sur le papier de la part d'une société savante, que ça puisse être opposable. Alors, c'est ce qu'on veut faire là au niveau de la SFETD. On attend encore des réponses de la DGOS. Donc, pour l'organisation des soins, c'est eux qui pourront nous dire quels sont les DU et les capacités qui donnent le droit à cette prescription. Une capacité douleur ou un DU douleur, c'est clairement noté, mais on a un DU migraine et céphalée. Est-ce que ça nous autorise à prescrire de la TENS pour des céphalées chroniques? On n'a pas encore cette réponse. Hmm. Donc, une fois qu'on aura tous les éléments, j'espère qu'on pourra communiquer plus largement. Très bien. Alors, les IPA, nous demande un des collègues, est-ce qu'elles sont sollicitées? Est-ce qu'elles pourront l'être sollicitées dans le suivi ou pas, pas trop? C'est pas prévu. Alors, pour l'instant, il y a des infirmiers ressources douleur qui existent, mais il n'y a pas vraiment des IPA douleur. Donc, si vous avez la chance d'avoir une IPA douleur, oui, profitez-en. Hmm. Et les kinés alors? Les kinés sont parfois très utiles pour apprendre à utiliser la TENS, ou dans ce cas-là, on fait simplement l'ordonnance de TENS pour que le patient aille récupérer sa machine en pharmacie et quelques séances de kiné pour qu'il apprenne à utiliser, à placer l'appareil. Ça peut être pas mal aussi. Ça peut être pas mal, très bien. Bah justement, une des collègues nous dit aussi qu'elle oriente parfois ses patients vers des machines enfin, qu'on peut acheter en libre service, par exemple sur Amazon, et qui ont l'air contents. Ça coûte pas forcément cher. Qu'est-ce que vous en pensez de ce type de dispositif de votre Alors, côté? ils permettent officiellement de faire la même chose. J'ai jamais mesuré le courant sortant, mais si on prescrit de la TENS, c'est remboursé et le reste à charge est très faible et on se retrouve avec quelque chose de moins cher au final que ce qu'il y a sur Amazon. Hmm, Mais même sur Le Bon Coin, on en trouve. Il y a un certain nombre de patients qui ont eu leur dispositif pendant quelques mois ou quelques années et qui veulent plus l'utiliser et on peut avoir des appareils vraiment pas chers. hmm. Bon, alors, on va Juste terminer. dans Oui. cette thématique TENS, dans les textes, un des acteurs aussi qui a été proposé, c'est le pharmacien pour la mise en place du TENS. Donc je pense que le pharmacien devrait également être impliqué dans Alors, l'utilisation du le TENS. pharmacien pour la délivrance, il n'y a aucun souci, ils le font très Oui, bien, mais mm, après pour la formation et le ouais, suivi, c'est plus limité. il devrait l'être.
Et juste, un des collègues demandait, les libéraux, neurologues libéraux pourront aussi prescrire le TENS si on À suit. présent, oui, Ouais, ce qui n'était d'accord. pas le cas. D'accord. Bon, faudrait quand même qu'on qu'on se forme un petit peu, hein, quand même. Je sais pas si le webinaire suffira, mais c'est vrai que c'est bien, c'est vraiment très très bien de donner des accès supplémentaires, surtout quand il n'y a pas d'effets secondaires et tout ça. Mais c'est vrai que je pense que dans les différents congrès ou dans les ateliers, ce sera utile de pratiquer un petit peu. Alors, qu'est-ce qu'on a? Est-ce qu'il y a d'autres questions brûlantes? Le Qtenza qui peut prescrire? Est-ce que... Alors, le Qutenza, ça doit être appliqué uniquement en hôpital de jour. Donc, cette limitation fait que ça peut être un neurologue, un rhumato ou n'importe quel médecin, mais en hospitalier. Bon. Question très pratique. Est-ce qu'il faut un ECG systématique avant mise sous Cymbalta ou Laroxyl? Alors, chez un patient sans antécédent et pas polymédiqué, non. Et pour le Cymbalta, je ne le fais pas, même pour des patients plus fragiles. Pour le Laroxyl, quand je veux aller au-dessus de 25 mg, oui, je fais un ECG. Bien, bien, bien. Qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Est-ce que le Rivotril, j'aime bien cette question. Est-ce que le Rivotril est voué à disparaître? Alors, dans les recommandations françaises, dans la discussion, on en a parlé, sous la pression de certains collègues. Le niveau de preuve pour le Rivotril est très mauvais, mais il est parfois intéressant chez des patients qui ont une douleur neuropathique insomniante. Donc, c'est hors recommandation, parce qu'il n'y a quasiment aucune étude, mais chez quelques patients, pourquoi pas un peu de Rivotril, mais ça doit être une exception plutôt que la règle. D'accord, on a bien compris, c'est très clair. Petite question, c'est quand même important ça comme question. Le risque de tomber dans la dépendance avec la prégabaline, par exemple, est-ce qu'elle est liée à la durée d'exposition ou comment est-ce qu'on peut l'éviter en tout cas si jamais Alors, c'était on un a risque? une étude en cours pour regarder si les patients qui ont une prescription pour une douleur neuropathique ont un risque de mésusage et de dépendance. Et les premières données montrent que c'est très très peu à risque. Donc c'est plutôt sur d'autres indications. Et la prégabaline est utilisée aussi pour le traitement de l'anxiété, où on a des profils qui peuvent être différents, des profils un peu plus addicts, où là il y a plus de risques. Mais s'il y a besoin chez un patient standard d'utiliser de la prégabaline ou de la gabapentine pendant des années, n'ont pas de risque particulier. Ah bah ça, c'est une bonne nouvelle. Autre question pour la toxine. Tiens, on va changer de... Comment est-ce qu'elle s'injecte? Est-ce que ce sont des injections intradermiques ou sous-cutanées, à l'aveugle ou sous échographie? Sous-cutané à l'aveugle, 5 unités dans 0,2 millilitres tous les 1,5 à 2 centimètres et maxi 300 unités. Bon, bah, c'est pareil, c'est très clair, merci. Je vous rappelle que vous retrouverez toutes ces réponses sur la chaîne YouTube de la SFN, hein. On mettra tout le webinaire si jamais c'était trop rapide. Voilà, je regarde rapidement s'il y a d'autres questions avant de vous libérer. Alors, il y en a qui sont un petit peu plus focus sur des patients, par exemple, douleur neuropathique de myélite cervicale, échec Rivotril, Laroxyl, Anafran et le prégabaline, gabapentine, Venlafaxine, duloxétine TENS. Je suis désespérée. STIM, MED ou RTMS? Alors, sur du cervical, plutôt RTMS. C'est compliqué d'aller implanter une électrode au-dessus de la lésion sans prendre trop de risques. Donc, RTMS si c'est accessible. Bon, bah alors, vous allez être moins désespérés. Et puis, effectivement, là, on voit qu'on rentre dans des choses. Et puis concernant la durée, par exemple, une autre question sur une patiente, donc douleur neuropathique séquelaire de NMO. Sur la durée, la prescription va largement dépasser les 6 mois. Voilà, voilà, avec les gabapentinoïdes, avec des paroxysmes incontrôlables. Est-ce un problème ou pas? Alors, que la prescription dure des années, c'est pas un problème, non. Ouais, tout Non, à non. fait. Bien, alors, allez, je termine par attention au glaucome avec le Laroxyl. Merci pour, euh, pour Ok. cette remarque. Les MPR, est-ce qu'ils vont rentrer dans la prescription du TENS par leur DES? Alors, par leur DES, non. Dans le JO, ils n'ont pas marqué qu'ils sont formés à la TENS. Après, il y en a plein qui font des DU et qui utilisent grâce au DU. Donc, j'espère qu'ils auront toujours le droit parce que c'est des gros prescripteurs et ils connaissent bien.
Bon, merci. Alors, allez, dernière question. Désolée, j'aurais pas forcément le temps de tous les faire, mais je suis sûre que vous croiserez nos orateurs à d'autres occasions. Concernant la RTMS, on va terminer par le high-tech. Quelle est sa durée d'action et sa périodicité? Qu'est-ce que tu peux nous dire dessus? Alors, on n'a pas tous exactement les mêmes protocoles, mais nous, on fait une stimulation tous les 15 jours. Et après 5 séances, on juge si le patient est répondeur ou pas. Il faut parfois 4 ou 5 séances avant de pouvoir savoir si le patient va avoir un bénéfice. Et au-delà de ces 5 séances, on essaye d'espacer. Et chez certains patients, en faisant une séance toutes les 4 ou 6 semaines, on arrive à maintenir l'effet. Mais on reste sur des séances relativement rapprochées et qui sont toujours dans un centre spécialisé. Donc, quand les patients ont 2 heures de route, ça complique un peu les choses. Eh ben, écoute, je crois que c'est un bon mot de la fin. Merci en tout cas, Claude et Xavier. C'était vraiment, vraiment très intéressant et vous avez eu une audience nombreuse et qui est restée bien jusqu'au bout parce qu'on sent que c'est vraiment une question qui touche beaucoup de neurologues, évidemment. Comme tu disais, c'était fréquent, mais surtout dans nos consultations, c'est encore plus fréquent. Donc, merci pour nous avoir rendu accessibles toutes ces recommandations et aussi à Claude pour nous avoir amené vers la pratique. Je vous donne rendez-vous. Alors, j'ai exceptionnellement pas encore la date prochaine. Donc, restez connectés avec les newsletters de la SFN ou le forum de la NLF qui va vous informer du prochain thème de webinaire. Et n'oubliez pas que si vous avez des sujets sur lesquels vous voulez qu'on fasse intervenir des experts, on est vraiment toujours avide de vos propositions. Et bien, sur ce, Xavier et Claude, merci beaucoup. Voilà. Merci. Et Merci très bonne beaucoup. Au soirée à revoir. tous. Au revoir. Merci. Au revoir.